L'activité minière alimente fantasmes et critiques, en particulier au sein des instances de financement et des acteurs de la coopération internationale. Et c'est tout à fait normal car, par nature, elle est insoutenable. En effet, extraire, c'est avant tout exploiter une ressource qui est limitée. Pourtant, paradoxalement, la transition énergétique vers un monde plus durable repose sur une intensification de l'extraction des minerais dits critiques. Alors, comment concilier cette contradiction ? Peut-on parler de soutenabilité climatique si elle dépend d'une industrie extractive aux impacts profonds ? Grande ligne, le podcast de la recherche sur le développement. Pour en parler, nous avons aujourd'hui 3 des invités qui ont contribué au hors-série intitulé « Le potentiel minier de l'Afrique, panorama, enjeux et défis », publié par les éditions Agence française de développement, avec nous dans cet épisode de Grande Ligne. Tout d'abord Julien Gourdon, économiste à l'AFD au département Afrique et chercheur associé au CERDI, qui a coordonné avec d'autres auteurs et qui est aussi co-auteur de ce hors-série. Émilie Normand, une des co-autrices chargée de mission ressources minérales stratégiques au Commissariat général au développement durable au sein du ministère de la Transition écologique, et Patrice Eba, consultant indépendant en industrie extractive et développement du territoire, qui est aujourd'hui en ligne avec nous depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ensemble, nous allons tenter d'apporter un regard lucide sur les défis et les paradoxes du secteur minier face aux impératifs de la transition énergétique. Bonjour à tous les 3. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour Sabrina. Et bonjour Patrice et bienvenue dans Grande Ligne. Patrice qui nous parle depuis Abidjan. Bonjour Sabrina, c'est un plaisir d'être là. Merci. Merci à toi Patrice. Alors d'abord je vais commencer par une question à Julien. Donc, face au boom minier en Afrique, Julien, des règles et des mesures de gouvernance et d'atténuation des impacts sociaux et environnementaux sont appliquées au secteur minier sur le continent et sont en cours d'élaboration. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quels sont les enjeux en termes de risques environnementaux et sociaux et nous en dire aussi davantage sur ces mesures et sur les institutions qui sont appliquées dans cet exercice? Oui, bien sûr Sabrina. Déjà, en termes de rappel des enjeux, il faut lister le risque environnemental par les pollutions qui peuvent intervenir lors de différentes étapes, que ce soit l'extraction physique, le processus de séparation du minerai, le transport du minerai ou la gestion des déchets. Donc, on va encourir ici une pollution des sols par les métaux lourds qui vont intervenir lors de l'extraction, qui va ensuite qui va polluer localement la faune et la flore. On recense aussi la pollution de l'eau par le rejet des eaux usées déjà, mais aussi par les fuites des déchets miniers sur les terrils avec l'eau de pluie qui va s'écouler, et des opérations d'extraction qui peuvent être à des profondeurs telles qu'elles peuvent polluer les nappes phréatiques. On aura également de la pollution de l'air, plusieurs types de pollution de l'air par les poussières générées lors de l'extraction et qui se dispersent lors du transport. Il y a beaucoup de pollution par la poussière dans la région de Kolwezi en RDC. On a également des pollutions par des émissions de particules fines chargées de métaux lourds ou de dioxyde de soufre qui sont émises lors des opérations de raffinage du minerai. Et de la pollution de l'air par les gaz à effet de serre. Il faut savoir que l'industrie extractive est responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et en plus des risques environnementaux, il y a les risques sociaux, principalement le conflit d'usage qui peut intervenir lorsqu'il y a eu des négociations des droits d'exploitation qui n'ont pas impliqué les communautés riveraines et qui vont se sentir lésées. Et puis par la transformation du tissu socio-économique. De nombreux enjeux et pour faire face à ça, il faut quand même avoir en tête que l'Afrique, ce n'est pas un Far West en termes de gouvernance minière. Il y a déjà les codes miniers qui fixent les règles qui vont régir l'activité d'une mine de l'exploration à sa fermeture et pas uniquement l'aspect fiscalité qui est beaucoup traité dans le livre, mais elle va couvrir la réglementation sur l'attribution des droits, les réglementations sur l'exploration, l'exploitation et l'intégration, la participation des communautés locales. On voit l'émergence à la fois d'une gouvernance supranationale qui va viser les États. On peut lister ici l'ITU, l'initiative sur la transparence dans les industries extractives, lancée en 2003, et dont 25 pays en Afrique sont signataires, et par laquelle les pays s'engagent à divulguer des informations sur les activités extractives tout le long de la chaîne de valeur de l'industrie, que ce soit des conditions d'octroi des droits d'extraction ou de la manière dont les revenus parviennent au gouvernement et profitent aux populations.
Toujours dans cette catégorie, il faut citer la vision minière africaine, qui date de 2009 et développée par l'Union africaine avec l'appui de la Banque mondiale, mais aussi l'appui de l'AFD. Patrice, est-ce que vous pouvez nous dire à quels défis et à quels enjeux les États africains font face dans ce secteur minier des industries extractives à la lumière de ce que vient de nous expliquer Julien? Merci bien Sabrina. Dans ce contexte-là, les États prêtent beaucoup plus maintenant attention aux réalités en fait de l'EMAP, entendant par là exploitation minière artisanale et à petite échelle, qui dresse pas mal d'enjeux, pas mal de défis au niveau des différents États pris dans sa globalité ou isolement. On se rend compte qu'on va se retrouver autour des défis ou enjeux beaucoup plus économiques. C'est vraiment important, les enjeux beaucoup plus économiques. On se rendra compte que en fait, l'activité minière à petite échelle, notamment quand on prend dans sa composante aurifère, pourrait représenter entre environ 10% en fait, des PIB des États qui ont ces ressources-là, qui s'exploitent de manière artisanale et à petite échelle. L'industrie extractive en fait, à petite échelle est caractérisée par les femelles. C'est les femelles qui dominent. Et donc, quand on dit 300 à 400 tonnes d'or, vous voyez ce que ça représente, en fait, près de la moitié de la production industrielle, en fait, de l'or sur le continent. Et donc, c'est un secteur qui est véritablement dépendant de l'illégalité. Et plus de 20 pays, en fait, qui se retrouvent dans une certaine situation en termes de difficultés. Et les moins placés, on va se rendre compte qu'il y a le Zimbabwe, il y a le Mali, il y a la Côte d'Ivoire, il y a pas mal de pays qui se retrouvent dans cette configuration-là, beaucoup plus en termes de perte de revenus pour ces États dus à l'illégalité de ces secteurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ces pays-là arrivent à les intégrer réellement? Est-ce qu'au-delà des exemples que vous avez déjà donnés, vous pouvez illustrer par d'autres exemples? Oui. Aujourd'hui, en termes d'intégration, la tendance est à la formalisation. La tendance est à la formalisation. Et donc, dans cette logique de formalisation, on va se rendre compte que, prenons le côté purement environnemental, au regard des normes ESG, sur l'aspect environnemental, les pays aujourd'hui sont dans une tendance, la plupart des pays qui ont en commun l'or ou des ressources exploitables à l'échelle artisanale, mettent beaucoup plus l'accent sur l'élimination, par exemple, du mercure à travers le projet Planet Gold, qui est un projet financé par le PNUE, qui met l'accent beaucoup plus sur tout ce qui est approche tendant à éliminer le mercure, à formaliser, à créer en fait des couloirs qui permettent d'avoir accès au financement, à modéliser l'activité. L'autre élément, c'est beaucoup plus sur l'intégration aujourd'hui de la mine artisanale et à petite échelle au dispositif en fait de l'ITIE. Comme le disait tout à l'heure Julien, au niveau des mines artisanales, il y a la question aussi du défi sécuritaire. On le sait tous, quand vous voyez un peu la bande sahélienne, la bande des trois frontières où le terrorisme ne fait que progresser, nonobstant les efforts des États. Donc c'est un enjeu de sécurité nationale à la fois et régionale. On l'a dit, le secteur est dominé par l'illégalité, c'est pas facile, mais aujourd'hui, la tendance est en train de se mettre en place sur ces questions-là particulièrement, en mettant en place les questions au niveau de chaque État aujourd'hui pour pouvoir contrôler ces flux illicites, la question des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux. Qu'en est-il des entreprises qui veulent se positionner donc sur ce fameux marché des minerais critiques, qui, on l'a dit dans l'introduction, sont indispensables à la transition énergétique en cours dans de nombreux pays d'Afrique en termes d'alignement avec les mesures qui ont été évoquées par Julien dans la première question. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce point-là? Remettons déjà dans le contexte. Cette course aux minerais critiques, elle est là pour assurer la transition énergétique dans le but de préserver l'environnement. Et donc, il ne faudrait pas que les moyens, c'est-à-dire les sociétés utilisées pour assurer l'approvisionnement, impactent négativement alors l'environnement. Et de plus, ça pourrait réduire drastiquement le retour sur investissement de ces sociétés minières si elles ne tenaient pas en compte ces éléments de fragilité liés aux conditions environnementales et aux conditions de travail, sans parler du risque réputationnel. Donc, comme je le disais précédemment, dans ce qu'on appelle la gouvernance de quatrième génération, il y a aussi l'émergence d'une gouvernance supranationale qui vise les compagnies minières
Et on retrouve notamment les normes socio-environnementales issues des principes de l'Équateur, adoptées par les grandes banques internationales, le guide sur les devoirs de diligence de l'OCDE, ou encore les labels miniers, comme celui de l'Initiative for Responsible Mining Assurance, créé en 2006, qui propose aux entreprises une évaluation indépendante des performances sociales et environnementales de leurs sites miniers, selon les normes, afin de savoir si elles évaluent l'impact préalablement au développement du projet, si elles proposent des stratégies pour mitiger les risques et les compenser. Et ce qu'on pourrait attendre davantage des entreprises, il y a déjà observer et étendre des zones d'exclusion minière. Il faut savoir que des entreprises se sont engagées à ne pas explorer ni exploiter des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO ou des sites sur des zones protégées. Cependant, cela ne suffit toujours pas. Par exemple, si on prend l'exemple de la RDC, près de 27% des forêts tropicales humides intactes de ce bassin et qui sont en zone protégée sont aussi chevauchent des concessions minières. En principe, les gouvernements comme les entreprises reconnaissent de plus en plus cette nécessité d'un dialogue avec les communautés locales. Cependant, cet engagement a souvent une signification limitée. Et d'ailleurs, il y a une récente analyse sur 26 pays sur le continent qui a révélé qu'au moins 7 d'entre eux n'exigent pas de consultation publique pendant le processus d'élaboration d'un projet minier. Or, étant donné l'importance des relations avec les communautés pour l'acceptabilité sociale des projets, et le fait qu'en plus, ces communautés peuvent apporter leur expertise dans la gestion de leur environnement local suite à la mise en place de ce projet, on pourrait s'attendre à ce que les entreprises entreprennent d'elles-mêmes cette consultation sans attendre une exigence légale. Enfin, on pourrait attendre d'elles davantage de transparence et de publier des informations sur les impacts au niveau de chaque projet. Et en ce sens, la nouvelle norme minière de la Global Reporting Initiative, qui a été lancée le mois dernier à Indaba et qui soutient cette initiative de transparence, met l'accent sur la communication d'informations sur les sites miniers concernant un large éventail d'impacts, que ce soit sur l'eau, les déchets ou les émissions. D'accord. Est-ce que Patrice, vous voulez ajouter quelques points à ce que vient de nous expliquer Julien? On se rend compte que sur les questions beaucoup plus environnementales en matière de séquestration de carbone, il y a le groupe IAMGOLD au Burkina Faso qui fait pas mal d'actions dans ce contexte-là par rapport au reboisement. Il y a également au niveau du groupe Endeavour qui met un accent particulier sur la question du reboisement. Donc, du coup, c'est un engagement beaucoup plus carbone. Comme l'a dit tout à l'heure Julien, l'activité minière, elle est dévastatrice en fait des forêts à grande vitesse. On estime entre 7% la part de l'industrie minière dans la dégradation des forêts, dans la perte du couvert végétal. Et donc, c'est vraiment important et ça a aussi un impact considérable sur la biodiversité. Et donc, ce sont des questions sur lesquelles il faut mettre régulièrement l'accent. L'autre élément qui est en train d'émerger aujourd'hui, sur lequel nous, on milite, moi particulièrement au niveau de la Côte d'Ivoire, le code minier qui est en révision, beaucoup plus, c'est qu'on arrive à inscrire dans le code minier la question de la responsabilité climatique, l'engagement climatique des entreprises minières. C'est vraiment important. Comme on a dit, toutes les mines aujourd'hui se font à ciel ouvert. Ça impacte l'environnement et donc c'est important de mettre un accent sur ce contexte-là. Et le deuxième niveau, c'est beaucoup plus le lien communauté et mine. Il faut que la communauté soit informée suffisamment des impacts à la fois négatifs et positifs du projet pour leur amener à décider au mieux d'un projet, de l'acceptabilité ou non d'un projet qui va avoir tous ces impacts-là sur leur vécu. Et donc, ce lien communauté-mine doit être au cœur, en fait, des préoccupations des mines, de sorte à ce que la question soit vraiment traitée au plus haut niveau des autorités de ces entreprises minières-là pour pouvoir... ça permet de prévenir des conflits. Julien a ajouté un petit point là-dessus. Non, je voulais juste compléter sur ce qu'on voit lors de ces grandes messes, que ce soit Indaba ou la conférence au Maroc dernièrement sur l'exploitation minière. On voit bien des sociétés internationales qui proposent la moitié des sessions, sont d'ailleurs consacrées à l'inclusion des normes ESG dans leurs activités. Et on voit bien qu'elles proposent des solutions, elles développent l'utilisation d'eau usée qu'elles recyclent pour leur activité. Mais ce qu'on constate, c'est que ces sociétés, souvent canadiennes, australiennes, œuvrent dans leur pays et sont habituées à ces normes ESG, mais sont encadrées par les gouvernements là-dessus. Ce qui est particulier pour elles, c'est qu'elles opèrent
en Afrique, Dans des dans contextes des totalement contextes différents. totalement différents, où c'est à elles d'être proactives sur ces aspects ESG. Elles ne sont pas encadrées par un gouvernement qui va vraiment avoir listé toutes les normes à suivre. D'accord. Merci Patrice et Julien. Donc on a beaucoup parlé des minerais critiques, mais sans vraiment savoir de ce dont il s'agit exactement. Émilie Normand, pourriez-vous nous expliquer en détail ce que ce terme générique définit exactement? Bien sûr. Alors, à vrai dire, il n'existe pas une seule définition du terme des minerais critiques. Et dès qu'on réfléchit à la définition, on tombe tout de suite très vite sur des enjeux qui sont très géopolitiques. Mais globalement, on peut dire qu'il y a deux dimensions essentielles pour dire qu'un minerai est critique. Euh, le premier, c'est que le minerai est important pour l'activité économique qu'on considère. Et le deuxième, c'est qu'il y a un risque qui pèse sur sa chaîne d'approvisionnement. On se rend bien compte qu'une fois qu'on a dit ça, il y a quand même un peu de latitude dans les critères qu'on va considérer pour évaluer ce qui est important ou pas pour l'économie et pour évaluer les risques. Et c'est pour ça que la définition de la criticité d'un métal est propre à chaque acteur. Chaque pays, voire même en fait chaque entreprise, chaque acteur économique va estimer différemment les risques qui pèsent sur sa chaîne d'approvisionnement. Souvent, on va regarder à quel point on dépend des importations pour notre approvisionnement, si le métal qu'on considère est facilement remplaçable par un autre métal en cas de rupture d'approvisionnement, si ce métal est facilement recyclable aussi, ou si la production du métal est concentrée dans un nombre limité de pays, si on a des accords commerciaux avec ce pays, s'ils sont plutôt stables géopolitiquement ou pas. Enfin bref, tout Ce que un... vous dites, en fait, c'est que l'aspect critique, c'est très relatif. Exactement. La criticité, c'est dans l'œil de l'observateur, en fait. D'accord. Et ensuite, quand on regarde ce qui est important, si le métal est important pour l'activité économique, là encore, ça dépend de ce qui est important pour le pays qui fait son évaluation. Mais les minerais, en général, c'est les minerais qui vont être importants pour les secteurs de la défense, de l'aérospatial, du numérique et bien sûr de la transition énergétique. Parce qu'il faut bien avoir en tête que si on parle de métaux critiques depuis la Première Guerre mondiale, globalement, on en parle quand même beaucoup plus depuis une grosse dizaine d'années. Et ça, c'est principalement parce que depuis à peu près 10 ans, il y a une multiplication de rapports de chercheurs et d'organisations internationales qui font le constat que pour mener la transition énergétique telle qu'elle doit être amorcée pour tenir le cap d'un réchauffement climatique en dessous des 2 degrés, conformément à l'accord de Paris, en fait, on va avoir besoin de beaucoup de métaux. L'Agence internationale de l'énergie, par exemple, elle estime que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, la demande en cobalt et en nickel, donc c'est des métaux qui vont être utilisés dans les batteries des véhicules électriques notamment, cette demande, elle va doubler. Et celle en lithium, elle pourrait être multipliée par 10. Donc c'est vraiment des demandes qui vont exploser. Et forcément, à la lumière de ces projections, beaucoup d'États s'emparent du sujet et font leur propre évaluation et publient en fait leur propre liste de métaux critiques. Concrètement, en fait, quand on regarde ces listes de métaux critiques, les métaux qu'on trouve se recoupent beaucoup. On va souvent retrouver les métaux des batteries, donc le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse. Aussi les métaux dont il y a besoin pour les aimants permanents de certaines éoliennes, donc comme les terres rares. D'ailleurs, j'en profite pour faire une précision très importante. Les terres rares ne sont pas les métaux critiques. Les terres rares, c'est un groupe vraiment délimité de 17 éléments qu'on trouve tels quels dans le tableau périodique. Donc les terres rares sont souvent considérées comme un métal critique, mais les métals critiques ne s'arrêtent pas aux terres rares. Le minerai dont on a besoin pour faire de l'aluminium, ça va être la bauxite. Donc en fait, on a beaucoup de métaux critiques. Par exemple, la liste de l'Union européenne de matériaux critiques, c'est 34 en fait, matériaux critiques. Donc on parle quand même d'une très grande diversité de métaux. Et en fait, ce regain d'intérêt pour ces différents métaux, ça représente une opportunité qui est importante pour le secteur minier africain, parce que celui-ci est déjà positionné sur un grand nombre de ces minerais qui sont considérés comme critiques par un bon nombre d'acteurs. On peut penser au cobalt, puisque la République démocratique du Congo possède près de 70% des réserves de cobalt et assure déjà à elle seule plus de 70% de la production de cobalt. Mais on peut mentionner aussi que cette production, elle s'étend à la Zambie, au Zimbabwe, mais aussi à Madagascar, au Maroc et à l'Afrique du Sud. On peut aussi penser au coltan, donc c'est la columbite tantalite, dont est extrait le tantal qui est utilisé dans beaucoup d'équipements électroniques et qui est aussi majoritairement extrait en République démocratique du Congo. On peut aussi penser au manganèse avec l'Afrique du Sud et le Gabon qui assurent à tous les deux plus de la moitié de la production mondiale. Mais bon, il y a aussi une production de manganèse au Ghana ou en Côte d'Ivoire. Encore deux petits exemples, le platine, évidemment, avec l'Afrique du Sud, qui est le premier producteur mondial. Et évidemment, le cuivre aussi, avec la République démocratique du Congo, qui est le deuxième producteur mondial. On pense à la Zambie aussi. Donc voilà, en fait, au total, il y a quand même beaucoup de minerais qui sont qualifiés de critiques qu'on trouve déjà sur le continent africain. Et il faut mentionner qu'il y a de plus en plus de projets pour prolonger la durée de vie des mines existantes et des campagnes d'exploration qui sont menées pour trouver de nouveaux gisements, mais aussi pour trouver de nouveaux métaux
sur lesquels l'Afrique n'était pas encore positionnée comme un producteur majeur. On peut penser au lithium avec beaucoup d'exploitations. Alors, il y a déjà une exploitation existante au Zimbabwe, mais il y a des nouveaux projets, des explorations. On pense à Manono en République démocratique du Congo ou à l'ouverture de mines au Mali. Donc voilà, donc le potentiel est réellement là pour les minerais critiques en Afrique. Est-ce que, Patrice, vous voulez préciser, en fait, donc, au niveau spécifiquement donc, des minerais dits critiques, dont Émilie vient de nous expliquer la diversité, quels sont les détails et les exemples d'opportunités par rapport aussi aux défis globaux qui sont appliqués au continent? Moi, je voulais préciser que, d'autant plus quand on parle de l'Afrique, ces minerais, en fait, la criticalité, en fait, n'est pas un concept inventé par les Africains. C'est selon là où on se trouve. Par exemple, quand on parle des États africains, beaucoup plus, nous, ces minerais-là se retrouvent comme étant des minerais du point de vue stratégique dans la définition, en fait, des politiques économiques. Parce qu'en fait, on n'est pas à un certain niveau aujourd'hui de transformation, et donc aussi au niveau même de l'approvisionnement, ça ne poserait pas de problème, d'autant plus que ça est sous le sous-sol africain. Et donc, du coup, en termes d'approvisionnement, ça ne pose pas beaucoup plus. Nous, on se met beaucoup plus dans une logique stratégique. Et donc, pour les États, ce qui est critique pour les États africains, ce qui est critique pour les États européens, ce qui est critique pour les États, pour la Chine, pour les États-Unis, devient beaucoup plus stratégique, et donc du coup ça devient un instrument de stratégie pour les États pour affiner plus ou moins leur politique sur une certaine vision à long terme, au niveau même de tout ce qui est manganèse, comme évoqué par Émilie tout à l'heure, notamment aussi le cobalt. Ouais, c'est pas que l'Afrique de Aujourd'hui, c'est pas que l'Afrique de l'Ouest qui est en train et l'Afrique centrale qui est dans cette hausse du cobalt, mais l'Afrique de l'Ouest aussi rentre dans ça. Et donc, il y a matière vraiment à travailler. Il y a le graphite au nodu aussi, qui est un élément important quand on prend la question du graphite, qui va rentrer dans la fabrication de tout ce qui est batterie de véhicules électriques. On rêve d'un monde où on roule à l'électrique, mais on se rend compte que voilà, où est-ce qu'on va chercher toutes ces ressources-là. Et donc, pour les États africains, c'est une opportunité fantastique je le dis toujours, c'est une opportunité fantastique de redéfinir en fait leurs différentes stratégies. Et c'est là l'aspect stratégique de ces minerais pour l'Afrique. Merci. Merci beaucoup, Patrice. Oui, effectivement, donc ça positionne l'Afrique dans l'ordre des nations de manière différente, avec cette ressource qui est tout à fait stratégique. Julien, vous voulez ajouter un petit mot sur ce point? Oui, parce qu'effectivement, ces métaux ne sont pas critiques pour le développement économique de ces économies en Afrique, et elles sont stratégiques parce que stratégiques, elles vont pouvoir, grâce à ces minéraux qui sont critiques pour d'autres pays, demander plus de transformation sur le continent. Et c'est en cela aussi que ça va être stratégique. Elles vont pouvoir, les gouvernements maintenant du continent africain ont ces ambitions de créer davantage de valeur ajoutée liée à la transformation des minerais sur leur continent. Et par exemple, on a des exemples des entreprises qui vont bientôt exploiter le lithium ou les terres rares en Tanzanie et le lithium en Ghana, vont acceptent de procéder à des évaluations sur la faisabilité de valeur ajoutée. Donc c'est stratégique pour ces gouvernements maintenant, qu'elles sont conscients du côté critique de ces minéraux pour d'autres nations, pour forcer en tout cas pour négocier davantage de transformations sur le continent. Ben justement, parfaite transition avec la dernière question. Pour conclure cet épisode passionnant donc, sur les opportunités que présentent donc ces minerais critiques en termes de transformation pour le continent. Donc, il y a des grandes opportunités de transformation, mais il y a aussi des défis et des enjeux, donc particulièrement en termes d'infrastructures et de cadres réglementaires, comme nous l'avons évoqué au début de l'épisode. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les termes de ces opportunités et de ces défis? Peut-être d'abord, Émilie, sur les infrastructures. Alors, la question de la transformation des minerais que vous évoquez est très importante, comme le disait Julien, parce qu'au-delà du potentiel minier certain de l'Afrique, se pose la question de sa place dans les chaînes de valeur mondiales. Actuellement, l'Afrique, elle exporte majoritairement des minerais bruts qui sont ensuite transformés et assemblés dans d'autres parties du monde, notamment la Chine, qui est vraiment le poids lourd du secteur.
Or, plus on monte dans la chaîne de valeur et plus on capte de la valeur ajoutée. C'est ce que disait Julien. Un exemple tout bête. Une tonne de bauxite se vend à 65 $. Une tonne d'aluminium, c'est 2 300 $. Donc, on parle quand même d'ordres de grandeur assez différents, d'où l'intérêt des pays africains de capter des investissements pour transformer au maximum le minerai brut sur place et capter une part plus importante de la valeur des minerais. Et c'est ce qui explique des annonces comme celle du Maroc sur sa volonté de créer un hub des batteries en Afrique, ou de la RDC et de la Zambie sur pareil, essayer de créer un complexe de fabrication de batteries. Mais cette volonté, vous avez commencé à l'évoquer, se heurte souvent à des défis logistiques importants. Et déjà en termes énergétiques, parce que les processus de transformation des minerais sont souvent très énergivores. Juste un ordre de grandeur, la mine et la métallurgie, aujourd'hui, ça consomme près de 10% de l'énergie totale mondiale. Donc c'est vraiment assez colossal. Rien que l'aluminium, c'est 14 mégawattheures par tonne. Donc en fait, c'est pas un hasard si beaucoup de pays du Golfe, notamment, se sont positionnés sur la transformation de la bauxite en aluminium. C'est d'abord parce qu'ils ont des sources d'énergie qui sont abondantes et peu chères. Or, ce n'est pas le cas de beaucoup de pays africains qui en fait, font face à de grosses problématiques énergétiques, déjà pour l'étape de l'extraction minière. Alors, on pense évidemment à l'Afrique du Sud, mais aussi à la République démocratique du Congo, où beaucoup d'entreprises ont leurs propres générateurs pour se prémunir des pannes de courant et des pénuries d'électricité. C'est aussi le cas en Guinée, qui est la première productrice de bauxite mondiale en 2022, où toutes les entreprises minières produisent elles aussi leur propre électricité par générateur diesel. Et d'ailleurs, la Guinée, elle a bien en tête cette problématique. Et d'importants projets hydroélectriques sont en train de voir le jour, notamment portés par des entreprises chinoises. Donc, c'est un vrai défi. On peut aussi penser à d'autres défis logistiques. On peut penser à la disponibilité des technologies de raffinage ou encore aux infrastructures routières et ferroviaires qui sont déjà vieillissantes et surutilisées dans beaucoup de pays du continent. Ensuite, peut-être aussi que ça peut être assez compliqué de mettre sur pied des grands complexes de fabrication de batteries ou même d'assemblage de cellules de panneaux photovoltaïques, par exemple, sans s'assurer déjà d'une part d'avoir la main-d'œuvre qualifiée nécessaire, donc ça nécessite aussi de l'investissement dans la formation pour ces secteurs qui sont quand même assez particuliers, et d'autre part aussi d'avoir un marché sur lequel écouler ces produits. Or, pour l'instant, la demande domestique dans la plupart des pays africains pour des véhicules électriques, par exemple, est assez limitée. Enfin, une dernière difficulté de taille, je m'arrêterai là, c'est celle d'attirer les investissements. C'est parce que c'est des projets de raffinage et de transformation, c'est des gros capitaux que les États africains ne sont pas forcément en capacité de financer eux-mêmes. Or, ça peut être compliqué d'attirer de tels investissements de la part d'investisseurs étrangers qui peuvent préférer en fait importer des minerais bruts. Par exemple, la Chine, qui raffine pour l'instant l'essentiel de la production de cobalt en RDC, n'a pas forcément intérêt à ce que se développe une filière de raffinage local qui détournerait une partie des minerais qu'elle raffine. D'où la nécessité pour les États africains de mettre en place des stratégies proactives pour inciter à la transformation sur place. Mais ça, je pense que Julien et Patrice peuvent en dire quelques mots peut-être. Tout à fait, oui. Donc, oui, on va laisser la parole pour finir à Julien et Patrice sur tout l'aspect réglementaire et aussi d'intégration régionale qui est indispensable pour pouvoir accéder à ces dispositifs de chaîne de valeur sur place sur le continent. Oui, mais merci. D'ailleurs, comme le soulignait donc Émilie, en plus des défis logistiques, effectivement, les pays doivent opter pour des stratégies commerciales qui vont inciter à la transformation du minerai sur le continent. Certains pays avaient adopté une stratégie pour essayer de forcer la main aux compagnies minières en contraignant les exportations de matières premières non transformées, en imposant des restrictions aux exportations, dans le but que cela favorise la transformation localement. On a vu une explosion de ces contraintes aux exportations. On en recense 2500 en 2021 sur le continent contre 1000 en 2009. Ce n'est pas efficace. On n'a pas vu d'amélioration de l'avantage comparatif dans des produits minerais transformés pour ces économies. Et ça a plutôt tendance à décourager l'investissement étranger. Or, comme soulignait le ministre, le problème majeur de la transformation locale, c'est d'attirer des investisseurs pour créer, qui apporteront des fonds nécessaires pour ces usines. Et c'est dans ce contexte qu'on a vu l'émergence, depuis une bonne dizaine d'années, de nombreux projets de zones économiques spéciales, une dizaine, autour de la transformation des minerais. On peut signer, par exemple, le projet dans la Platinum Valley, en Afrique du Sud, qui cherche à révolutionner la production de piles à hydrogène, ou l'établissement d'une zone économique spéciale transfrontalière entre RDC et Zambie sur la production de batteries et de véhicules électriques. On peut faire encore davantage, parce que l'exemple de la Guinée cité par Émilie est intéressant. On a maintenant un énorme projet autour du fer, le projet Simandou, qui regroupe 8 entreprises qui ont réussi à se coordonner pour créer 2 mines, une voie ferrée, un port. Mais dans le même pays, on a
on a cette production de bauxite massive qui pourrait, à une échelle suffisante pour inciter quand même, pour qu'il y ait une opportunité pour transformer en alumine. Et on n'a pas encore de coordination de ces entreprises autour de ça. Et enfin, il sera crucial d'intensifier l'intégration commerciale, tu l'as souligné Sabrina, parce qu'il faut accroître déjà le marché local, ce que disait Émilie, pour justifier la création d'une unité de transformation, il faut qu'il y ait une demande localement pour vendre des produits semi-finis ou finis sur le continent. Et de plus, aucun pays africain ne possède à lui seul tous les minéraux nécessaires pour la production de batteries, par exemple. Donc, il va falloir qu'ils mettent en commun leur approvisionnement en minéraux pour atteindre les échelles requises. Donc, il faut que ce minerai brut ou un peu transformé ou en produit semi-fini puisse passer d'une économie à l'autre. Alors, il y a encore d'énormes barrières au commerce intra-régional sur le continent, que ce soit sur les tarifs ou les mesures non tarifaires, les standards, par exemple. Et on note d'ailleurs que ces tarifs ou ces mesures non tarifaires sont plus élevé lorsqu'on monte en gamme dans le produit minier transformé. Donc, c'est un vrai frein à la création de valeur ajoutée régionale. Et c'est pour ça que l'agenda ZLECAf, qui entend du coup diminuer ces barrières, se présente comme une opportunité pour le développement de ces chaînes de valeur régionales sur le continent. Donc ZLECAf, c'est la zone de libre-échange du continent africain. Dans cette configuration, effectivement, comme l'a dit Julien et Émilie, la question, en fait, moi, je veux revenir juste sur une question qui est pour nous plus qu'essentielle, en fait, la question de l'énergie, comme l'a souligné Émilie. On ne peut pas développer une industrie sans l'énergie. Et donc, quand on voit la tendance à l'exportation, et même si on rentre dans une logique de contraindre, en fait, les mines je dirais, à transformer sur place, mais où est-ce qu'on trouve l'énergie? Et donc, le deal, c'est de leur demander de financer l'énergie, mais en contrepartie, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça aussi la réalité. Et donc, pour moi, ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui pour les États africains, c'est de mettre en place une politique énergétique très intégrée en fonction des pôles. Il faut qu'on arrive à connecter de manière intelligente les réalités, en fait, nos besoins avec nos ambitions en tant qu'Africains. Et pour pouvoir créer ces opportunités-là en matière de transformation qui doivent être basées prioritairement sur les questions énergétiques. La ZLECAf va être comme une opportunité essentielle. Et moi, je vois dans cet accord en fait, de libre-échange continental une opportunité d'alignement avec la vision minière africaine, notamment le pilier 4, qui met l'accent sur le lien investissement et diversification, pour pouvoir créer en fait ces couloirs-là, ces opportunités de diversification de l'économie à partir du secteur minier. Il y a un élément important, il y a une masse importante de milliardaires qui émergent en Afrique. Et il y a aussi cette tendance-là à pouvoir connecter, en fait, à créer, en fait, à attirer ces investisseurs-là beaucoup plus sur les chaînes de valeur de l'industrie minière, notamment sur, par exemple, les partenariats privés intra-Afrique. Alors, merci à tous les trois. Merci, Émilie. Merci. Merci. Merci, Julien. Et merci, Patrice, depuis Abidjan. Merci. À très bientôt. Vous retrouverez dans la description de l'épisode le lien pour consulter le hors-série sur les mines dans son intégralité. C'était donc Grande Ligne, un podcast des éditions Agence française de développement, créé par Elsa Murat, produit et réalisé par Étienne Charrière avec Niwin, montage Éric Thauvin et au micro Sabrina Adjadjaoul qui vous dit à très bientôt sur vos plateformes d'écoute favorites.